Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube à 12h00. On poste 10 histoires tous les jours, 10 histoires tous les jours sur YouTube. La page c'est DMG TV. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de liker, de commenter et de partager. Hein? Laissez un like, ça ne coûte rien. Avant même de commencer à écouter la vidéo, laissez d'abord un like parce que plusieurs personnes oublient souvent de liker, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils oublient. Hein? Donc, pour ne pas oublier, maintenant que je parle même là, likez simplement la vidéo. Ok? Voilà. On va écouter 10 histoires. Les directs, c'est le mercredi et vendredi sur TikTok à 20h00. La page TikTok, c'est DMG TV. Merci déjà à tout le monde. Merci à tous ceux qui participent toujours dans les commentaires, ceux qui sont toujours connectés à 12h pour écouter. Vraiment, ça donne la force. Hein? Voilà. On va commencer avec la première histoire. Surtout, laissez vos impressions en commentaire. Hein? Proposez-moi les titres dans les commentaires. Hein? Comme ça, ça va nous occuper aussi. Voilà. Première histoire. Bonjour à toute la communauté, bonjour DMG, bonjour tout le monde, soyez abondamment bénis. Je me décide à faire cette histoire suite à une histoire du serpent qui vomissait les mèches et après avoir également entendu que certaines vendeuses lavaient leurs mèches dans les menstrues ou alors c'est un maquillage qui était vendu avec des règles de menstru pour la séduction. Je viens ici donner le secret à quelqu'un pour annuler sa date de mort. Donc on peut intituler comment annuler sa date de mort ou comment annuler sa mort. C'est une histoire d'une dame qui avait vécu avec des personnes malsaines qui l'avaient en quelque sorte livrée. Et elle le pressentait dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Elle pressentait que rien n'allait. Et elle ressentait même comme s'il y avait du sable qui descendait d'elle, qui sortait de son corps. Vous savez, quand vous avez enterré quelque chose, le sable qui sortait de son corps, et même par les rêves et les visions qu'elle faisait, ça n'allait pas. Et même elle sentait l'odeur de la mort. Elle n'avait plus de sentiments. Et en fait, elle se sentait vraiment partir. Mais puisqu'elle était croyante, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu la révélation, écoutez-moi très bien, de se séparer, de changer tout ce qui était mondain. Tout ce qui était mondain. D'arrêter les maquillages, d'arrêter les mèches, d'arrêter les bijoux, d'arrêter tout ce qui avait trait à son image mondaine. Quand je parle de l'image mondaine, c'est-à-dire que lorsque vous prenez une chrétienne ou une croyante, comme vous êtes dans une communauté qui respecte toutes les religions, une chrétienne ou une croyante, il lui faut une certaine image, mais une image de dépouiller en fait. Ça s'appelle le dépouillement. Il faut changer tout simplement toute identification qui a trait avec le monde. Parce que c'est par là que lorsque on est vendu ou on est livré, la photo qu'on a de vous, l'image qu'on a de vous, c'est une image de quelqu'un qui a les mèches, qui a les talons, qui a les rouges à lèvres, qui respire ou qui pue la séduction en fait, selon le monde. Et c'est ce que cette personne avait fait. Elle a totalement tout changé. Arrêtez le Njansan, arrêtez les mèches, les perruques, les maquillages, les vernis. Parce que tout ça, si vous demandez à certaines personnes qui se connaissent, ce sont des portes par lesquelles le monde des ténèbres passe pour avoir accès. C'est pour ça, si vous regardez bien, certaines filles qui mettent les mèches, si vous regardez à un moment, elles se ressemblent toutes. Parce qu'elles sont déjà habitées par un esprit. Les esprits des eaux ou même des esprits de mort. Et si vous demandez à certaines filles, elles vont vous dire qu'elles ont souvent comme si il y a des choses qui marchent dans leur tête. C'est des serpents.
Ce message, ce n'est pas pour faire une polémique. Hein. Il y a certainement quelqu'un, une fille qui est en train de souffrir. Rien ne va dans sa vie. C'est les disputes, c'est les querelles. Elle sent même que c'est comme si elle est en train de mourir. Mais elle ne comprend pas. Ma chérie, arrête la mondanité. Voilà comment tu peux annuler ta date de mort. Voilà comment tu peux déprogrammer ta date de mort. Et bien sûr, sans oublier l'essentiel, la repentance qui passe par la prière. C'est vrai, c'est difficile à dire, mais la parole de Dieu nous dit que l'amour du monde est en inimitié avec Dieu. Si tu es chrétien et que tu vis selon le monde, ce n'est pas des conseils, c'est une histoire que je suis en train de donner. Mais cette histoire peut aider quelqu'un. Si cette fille n'avait pas mis en pratique vraiment cet adage qui dit si tu jettes ton or, si tu te débarrasses de tout ce qui est un trésor pour toi et que tu fais de l'éternel ton trésor, alors ton bien-être sera long. Tu dureras en fait sur la terre. Parce que lorsqu'ils ont amené ta photo, lorsqu'ils ont fait des incantations sur toi, lorsqu'ils t'ont vendu, ton âme est la représentation de ce que tu es physiquement. Alors pour déjouer cela, il faut que tu changes ton identité spirituelle et physiquement. Ça fait que lorsqu'ils viendront, ils ne trouveront plus la personne qu'ils cherchent. Et toi maintenant, tu feras de l'Éternel ton abri. Alléluia. L'Éternel sera ton bouclier, il sera ton abri. Et tu arrêtes les boîtes de nuit, les bars, toutes, et même ces compagnies que tu ressens que c'est des compagnies malsaines. Parce que souvent les filles ont du mal avec la solitude. Elles se disent, ah, c'est mes copines, c'est mes amis. Et elles vivent dans des relations, en fait, qui sont là pour les livrer. Beaucoup de filles meurent comme ça, livrées par des amis ou bien par des membres de la famille. Il suffit juste d'arrêter avec la mondanité. Les mèches, beaucoup d'histoires de mèches viennent dans le monde des eaux. C'est pour ça que beaucoup font des rêves où elles se retrouvent dans la mer. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, c'est la connexion avec le monde des eaux. Les rouges à lèvres qui sont travaillés, mystifiés, tous les fards à paupières, toutes ces choses, tout le monde aujourd'hui. La Bible dit que le monde est sous la domination de Satan. Tu veux changer la date de ta mort, tu veux annuler, même pas changer, tu veux annuler la programmation de mort qui a été faite dans ta vie. Voilà le secret, sors du monde et tes jours seront longs sur la terre et ton bien-être sera long sur la terre. Voilà, DMG, c'était la petite histoire que quelqu'un a vécue personnellement et que ça lui a permis aujourd'hui de prolonger les jours de sa vie et d'annuler sa date de mort. Merci. N'hésitez pas à liker, partager et cela sert à sensibiliser la communauté. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour. Mon histoire, c'est une petite histoire que j'ai vécue dans mon quartier quand j'étais petit. J'avais 14 ans. Ok. C'est au Burkina, dans la ville de Bobo. C'est la deuxième capitale du Burkina, la capitale économique du Burkina. Donc, quand j'étais petit, quand j'étais au quartier, devant notre porte, il y avait une maison aussi. Voilà, j'avais un ami. Un jour, je me suis levé le dimanche matin. Dans le quartier, on n'avait pas cours, il n'y avait pas l'école. Je me suis levé le dimanche matin. J'ai vu mon ami arrêté devant les portes. Donc, je me suis approché de lui. J'ai commencé à causer avec lui. On était en train de causer ensemble. On était en train de causer. Et puis, un coup, quand on était arrêté devant la porte, son père était à la maison. Je veux dire que le père de mon ami était chez lui à la maison. Quand il est sorti de chez lui à la maison, il m'a vu. Quand il m'a vu, il est rentré encore chez lui à la maison. Quand il est rentré maintenant et puis il est ressorti, il est venu, il m'a salué directement. Ok? Le père de mon ami là, il m'a salué. Car quand il m'a salué là, c'était un envoûtement. Quand il était rentré chez lui à la maison là, c'était un médicament qu'il avait mis dans sa main. Donc quand il a mis le médicament là dans sa main là, quand il est sorti, il m'a salué.
Quand il m'a salué, il a enlevé mon âme. Il m'a salué pour enlever mon âme. Donc, quand il a enlevé mon âme, il a un serpent chez lui à la maison. Il avait un python chez lui à la maison. Il enlève l'âme des gens pour donner à son python. Et puis le python a vomi de l'argent. Et puis il devient riche. Quand il enlève ton âme, ta vie s'écarte. Ta vie s'écarte, tu deviens fou et puis ta vie s'écarte. Quand il avait enlevé mon âme, après, ma vie a commencé à s'écarter. Je partais à l'école, je ne pars plus à l'école. Ma tête a commencé à se mélanger. J'ai commencé à devenir un peu fou. J'ai commencé à fumer. J'ai commencé à boire. J'ai commencé à me promener la nuit. Je ne dors plus à la maison. Ma vie a commencé à foutre. La vie a commencé à être gâtée. Lui, il était en train de devenir riche. Donc, comme c'est comme ça, un jour, ma grand-mère, j'ai une grand-mère, un jour, elle a dit que non, elle me voit là. Elle sait que non, moi, je ne suis pas normal. Mon esprit n'est pas dans mon corps. Ma grand-mère s'est levée, elle est partie chez les voyants. Parce qu'il y a des voyants ici, dans notre pays, il y a des voyants. Il y a des gens qui voient le passé, il y a des gens qui voient l'avenir. Il est parti chez les voyants. Les voyants là, lui ont dit que non, j'ai été envoûté, mon âme n'est pas dans mon corps. Les voyants là, lui ont dit que c'est un monsieur qui a enlevé mon âme pour faire rituel d'argent. Donc il faut qu'elle enlève des sacrifices pour que je redevienne normal. Il faut qu'elle enlève des sacrifices pour que mon âme revienne dans mon corps et que je redevienne normal. Sinon, je vais devenir fou. Ma vie va s'écarter, je vais devenir fou. Et puis l'homme là va devenir riche. Donc ma grand-mère, elle est partie, elle a acheté les ingrédients, on lui a montré des rituels, des sacrifices. Elle a enlevé les sacrifices, elle a fait des rituels. Après quelques mois, je suis redevenu normal. Et quand je suis redevenu normal, ma grand-mère lui a maudit. L'homme qui voulait gâter ma vie, l'homme qui a enlevé mon âme pour faire rituel de l'argent, pour donner à son python, ma grand-mère lui a maudit. Donc aujourd'hui, tout son argent est fini. L'homme qui a enlevé mon âme là, aujourd'hui, tout son argent est fini. Sa vie est gâtée. Tous ses biens sont partis. Aujourd'hui, il n'a rien. Donc, tout son argent est fini. Il est parti à la brousse, il s'est suicidé. Il est parti dans la brousse, la pire côte. Il est parti dans la brousse, il s'est suicidé. Toute sa vie est gâtée. Il est foutu. Aujourd'hui, moi, je vis bien en paix. Je suis à l'aise. Je fais un bon travail. Je gagne bien ma vie. Donc, le but de mon histoire, le but de cette histoire, c'est de conseiller aux gens de faire très, très attention à leur entourage. Parce qu'il y a des gens, ils ont des mauvais médicaments, ils ont des mauvais sorts. Ils peuvent te saluer pour gâter ta vie. Il y a des gens, ils peuvent mettre des mauvais médicaments. Ils mettent des médicaments dans les mains et puis tu salues. Quand ils te saluent là, ta vie s'écarte. Ils te saluent et puis ils enlèvent ton âme et puis ils font des rituels d'argent avec. Quand ils enlèvent ton âme, ils donnent ton âme à l'air python. Ils ont des pythons chez eux à la maison. Quand ils donnent ton âme à l'air python vomit de l'argent et puis ils ramassent, ils deviennent riches. Donc c'est tout pour cette petite histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager les liens. Voilà, merci pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Et c'est ça, on va passer à la troisième histoire. Voilà. Je salue toutes les abonnés de DMJ. Je salue DMJ, je te dis bonsoir ou bonjour, ça dépend à l'heure que vous allez écouter cette histoire. Oui, moi je suis camerounaise. Ça, c'est mon histoire. Je parle que de mes histoires, moi. Ok. Et je vous demande de liker, de partager parce que c'est très important pour que la famille doit s'agrandir. Voilà. Moi, la deuxième fois de constater que non, je voyais dans notre village, on a voyagé avec les parents. Nous sommes partis, notre village, c'est un petit village à côté de la Dibamba. Voilà. Là-bas au village, on a un groupe d'enfants, on joue là-bas, on a des amis, on joue de temps en temps. On joue, il y a les rivières, on passait là-bas la rivière. On avait donc un papa là-bas, le seul blanc de notre village. Le seul blanc de notre village. Arrivé donc au village, il est devenu le plus grand chasseur du village. Alors que ce monsieur passait le temps à tuer les phacochères, les hippopotames, tout genre d'animaux, énormes.
qui avait tellement d'animaux. Et il avait le don de tuer beaucoup d'animaux. Il avait le don de tuer beaucoup d'animaux. Et si quand les gens du village partaient l'aider à porter l'animal, tu trouvais même le piège qu'a arrêté l'animal, tu ne comprends pas que ce monsieur a fait comment pour arrêter, pour tuer la biche, pour tuer l'antilope, pour tuer le buffle, les animaux rares. Mais lui, le coin lui partait piégé, il attrapait ça là-bas. Les animaux rares que les autres ne voyaient jamais au village. Donc un jour, il avait 4 enfants, 3 filles et un seul garçon. Un jour, la première fille tombait malade. La première fille tombe malade, tellement malade, gravement malade. Tombe gravement malade. Les gens du village posent à peu près, ta fille souffre de quoi? Il dit que non, elle est malade. Elle est malade, c'est tout. Mais on essaie de traiter la fille, on traite la fille, la maman. Donc la femme de ce monsieur se plaint pas chez tout le monde. On essaie de soigner la fille. L'enfant ne se relève pas. L'enfant n'est pas en santé, ça ne va pas. Mais alors que ce monsieur avait fait un contrat avec les génies de la forêt. Avec les génies de la forêt. Avec les génies de la forêt. Ça, c'est notre voisin le plus proche. Et même étant toujours à côté du papa là, même quand il partageait les buffles que tu es, je disais toujours à ma maman que je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Parce que dans la nuit, je vois toujours que ce monsieur marche qu'avec les coups gens, donc les coups de personne. Les coups de personne. Mais quand il dit ça, ma maman a tué ce mot qui me disait que ferme ta bouche. Ce que tu vois, tout ce que tu vois, tu ne dois pas parler. Tout ce que tu vois, tu ne dois pas parler. Je vois des coucou gens. Je disais toujours à mon père que je n'aime pas ce blanc. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas bien. Il fait les mauvaises choses. Moi, je n'aime pas, c'est un sorcier. Mon père dit que ferme la bouche, c'est mon ami. Je ne veux pas t'entendre dire les choses comme ça quand il est là. Je ne veux pas l'entendre dire jusqu'à... Quand il venait, je m'éloignais seulement de ce monsieur, je fermais ma bouche. C'est-à-dire que quand il jouait avec les enfants, je disais toujours aux enfants que les enfants de ce monsieur, faites attention, votre père n'est pas un homme bien. Il disait que, pardon, tu peux parler de ça de notre père, pourquoi parfois il ne parlait plus avec moi. Il me faisait les enfants là me faisaient les ennemis. Après, on se réconciliait parce qu'on se retrouvait souvent à la rivière en train de se laver. On se réconciliait. Alors, la fille est tombée malade. Je dormais dans la nuit, dans le rêve. On me dit, c'est ce monsieur qui est en train de vendre, qui veut tuer son enfant. Mais, et on me dit que, dis ça à ta maman. Ta maman va dire ça à sa mère, à la mère de la fille. Je me réveille, je dis ça à ma maman ne me croit pas, elle ne me croit pas. Je ne peux pas donc aller dire ça à la maman directement à la femme du monsieur. La femme du monsieur peut dire au monsieur, le monsieur vient me trahir chez papa, on me fouette. Alors que ce monsieur avait fait un contrat avec les génies, que vous êtes les génies de la forêt, vous allez me permettre d'arrêter les animaux. Même si c'est un petit fil que je fais comme piège, la biche va mettre son pied là, il va caler, je vais venir le tuer, moi je fais. Mais en retour, les génies de la forêt ont dit, toi en retour, tu vas nous donner aussi la viande. Il a cru que c'était, comme il tue une grosse viande, en retour, il va donner la viande. Et ils ont dit, tu vas nous donner la viande la plus préférée, la viande que tu préfères. Au début, il a fait le contrat comme ça, mais il n'a pas su ce que ça voulait dire. Le moment où fait accompli, les génies de la forêt disent que comme tu vois là, c'est tu vas devoir nous donner un de tes enfants. Le moment qui était donc arrivé, on lui demande que maintenant tu dois donner un enfant. Le monsieur a cru, on a dit, les génies ont dit, ton enfant le préféré de tes enfants. Ce monsieur avait 4 enfants, mais son préféré était le dernier, un garçon. Et ma maman avait tout le temps à taquiner que non, c'est ce petit métis qui serait mon mari. Il va être mon mari parce qu'on avait le même âge. Il avait 14 ans, non, il avait 12 ans, j'avais 12 ans. Non, j'avais 11 ans en ce moment. Il avait 12 ans, j'avais 11 ans. Maman taquinait tout le monde, non, c'est mon mari. Maintenant, le monsieur a dit, prenez ma fille. Mais prenez ma fille, c'est elle que je préfère. Là que les génies connaissent, lire le cœur. Ils ont lu le cœur du monsieur que non, c'est par contre son garçon qui l'aime. Ils l'ont d'abord feinté, donc l'ont d'abord trompé en rendant la fille malade. Dès qu'on a même soigné la fille, sa maman part un peu de partout soigner la fille, les génies ont fait que
partout dans la main chez les marabouts, personne ne voit. Mais moi, je ne faisais que dire, donc je faisais comme un plus grand marabout, je faisais que dire que c'est le papa qui veut tuer sa fille, c'est le papa. Mais en ce moment où nous sommes là, un matin, je me réveille et dis à ma mère que maman, cette nuit, on m'a montré que le papa là, ce n'est pas sa fille qu'il va donner, c'est son fils. Mais il ne le sait pas lui-même, maman. On n'a même pas, la soirée n'est pas finie. Directement, on voit la fille qui s'est relevée, qui est en santé. Et c'est par contre le garçon qui est tombé gravement malade. Il est en train de vomir, il est en train de faire le sel sur lui. Il ne parvient plus à se déplacer, il est couché chez eux. Merde. Je dis à la fille dit, non, c'est plutôt mon frère qui est malade, il n'a pas puisé de l'eau. On dit, mais toi, tu étais gravement malade, non? Comment c'est lui maintenant? Alors que c'est lui. Maman, il n'a même pas fait, la journée n'est pas finie. Il est mort, les génies l'ont appelé, il est mort. Le papa était traumatisé. Il a enlevé son caleçon, l'a mis sur la tête. Il a commencé à pleurer sur toute la route, tous les rails. Il a commencé à pleurer. Il est devenu presque fou, il a perdu la tête, ceci, cela. On a fait le deuil une semaine, parce que quand on est au village, il n'y a pas de morgue là-bas. On a mis les bananiers sur l'enfant, on a creusé la tombe. Ils ont prié, ils ont enterré l'enfant. On a enterré ce garçon. Un mois est passé. Dans mes rêves, il ne venait pas. Un mois est passé. Mais je vous ai dit que dans notre village, on a les rivières d'où on part se laver. Il y a souvent le tour des grandes personnes de se laver après les enfants. Maintenant, les enfants, nous, à notre tour, on part se laver. Le temps où nous sommes en train de nous laver à la rivière, on est en train de se laver. Mais dans l'embrouille des enfants, quand on se lave à la rivière, on se retrouve en train de se laver avec ce petit garçon qui était mort. On passe le temps un jour. Mes enfants, venez, il y a le diable en route, dispersez-vous. Donc on se retrouve que c'est lui qui est en train de jouer avec nous, c'est lui le diable. Et coup, il veut nous arrêter. Nous, on est de l'autre côté de la rivière, lui, il est au milieu. L'autre personne qui nous appelle, on joue à la rivière ensemble. Maintenant, on finit de jouer. Donc quand on est en train de jouer avec lui, il balaye notre mémoire qu'on doit plus se rappeler qu'il était mort. Dès que c'est comme ça, dès qu'on finit de se laver, une fois bien en train de rentrer. Pour rentrer, vous devez monter la colline, vous traversez les rails avant d'arriver à la maison. Mais c'est là directement mes idées viennent. Mes yeux s'ouvrent, mes 4 yeux s'ouvrent. Je dis à mes amis, mais on s'est lavé maintenant avec le petit garçon qui était mort. Je vais donner son nom, je vais appeler Gabi. Mais on s'est lavé avec Gabi. Je vais donner n'importe quel nom, c'est pas vraiment son nom. Je vais donner, parce que si je dis vraiment son nom, les gens peuvent le reconnaître. On a dit Gabi. J'ai dit que mais Gabi n'est pas avec nous. Mais Gabi est reparti. Mais Gabi se lavait, alors que Gabi était mort. On commence à courir en criant. Mais comme les autres sentaient le courant en criant, je me retourne, je regarde vers l'eau et je vois comment il me fait la main comme ça que bye, il entre dans la forêt et part. Je suis venue à la maison, dire à ma maman, est-ce que c'est que comme par la rivière, on se lave avec Gabi? Elle me dit quoi? Vous dites quoi? Je dis que oui, on se lave avec lui, il vient se laver avec nous, Massa. Ça a commencé au village dès que j'ai dit comme ça là. Oh! Lui-même, il a été au courant. Comme on l'avait trompé, il a été au courant. Dès qu'il a appris comme ça que non, je vois son fils directement, un esprit qu'on a déjà dévoilé, qu'on le voit par-ci par-là, il a commencé à apparaître à son père au champ. Quand son père au champ, il demande à son père que qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en pleurs? Qu'est-ce que j'ai fait en pleurs? L'esprit de ce petit garçon a été tourmenté comme ça, tourmenté. Un soir, on nous envoie puiser de l'eau. Quand on rentre, ma grande sœur s'avance devant. Moi, j'ai le seau sur la tête et le bidon en main. Il est derrière moi, il me suit. Je lui fais la main comme ça que non, repars. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas te faire passer de l'autre côté. Regarde seulement. Donc, pars d'où tu es derrière là, donc tu dois avoir une autre famille. La famille, s'il ne t'aime plus, ton papa ne t'aimait pas, sinon il ne devait pas te laisser. Il a coulé les larmes. Comme je l'avais dit, ça c'est la dernière fois que je l'avais encore, la dernière fois dont je ne l'avais plus jamais vu. Je ne l'avais plus jamais vu. Donc, je suis restée comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais vu mon ami d'enfance. Je ne sais vraiment pas. Son papa avait perdu la tête et il est resté comme ça. Il bavardait seul, il était devenu fou. Il n'a plus jamais arrêté même une souris. Il n'a plus jamais arrêté même une souris parce que les génies ont su que non, j'avais vu
Et j'ai dit que non, que l'enfant a été vendu par les génies. Donc, j'ai trahi le secret de la forêt. Donc, les génies ne l'ont plus jamais donné les animaux. Donc, ils n'ont plus signé le contrat avec lui de la forêt. Ok, c'est mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la quatrième histoire. Merci beaucoup. Quatrième histoire. Salut DMG TV, j'espère que vous allez bien et que la communauté se porte également bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien, merci. Donc, je suis revenue avec une petite histoire qui me concerne et qui concerne donc mon enfance. Et cette histoire également, c'est pour vraiment fortifier et encourager les parents qui prêtent attention aux enfants. Bref, l'histoire c'est quoi? Lorsque j'étais enfant, j'avais entre 9 et 10 ans. J'étais à l'école primaire et j'avais vraiment de... Même maintenant, j'ai toujours les longs cheveux et beaucoup de cheveux. Et c'est ma maman qui avait toujours l'habitude de me coiffer. Et lorsqu'elle ne me coiffait pas, elle m'attachait des pompons. Et arrivé à l'école, mes camarades aimaient toujours toucher mes cheveux. Ils me disaient vraiment, tu as des très beaux cheveux, tes cheveux sont toujours touffus et tout. Donc, c'est comme ça que j'avais une camarade spéciale. Une camarade, elle n'avait pas de cheveux, elle était toujours rasée, quoi. C'est donc comme ça qu'une fois, et on avait le même nom, on était homonymes. Une fois, elle était venue avec moi dans le bureau de ma maman et ma maman ne l'avait pas aimé. Ma maman ne l'avait du tout pas aimé. Ma maman m'avait dit, je ne veux plus te voir avec cette camarade, je ne l'aime pas du tout. Bon, moi, ça m'avait vexé, ça m'avait un peu énervé parce que c'était un peu une de mes meilleures, c'était même une meilleure amie, quoi. Mais maman ne l'aimait pas du tout. C'est donc comme ça que, une fois, on a terminé les cours, mais moi, je n'étais pas rentrée parce que la maman n'était pas au courant qu'on allait vite terminer les cours ce jour-là. Et je suis restée jouer avec des camarades. C'est comme ça qu'elle me propose que je te fais les tresses. J'ai dit que ok. Elle dit que je te fais les tresses. Après, tu iras m'accompagner chez moi. J'ai dit que ok. Elle dit que je vais aller te présenter aussi à mon papa. Moi, je vis seulement avec mon papa. Et je veux que tu sois belle. J'ai dit que mais c'est ma maman qui a toujours l'habitude de me coiffer. De toutes les façons, elle sera contente que quelqu'un m'a coiffée. C'est comme ça que je suis restée à l'école. Elle m'avait cressée. Quelques temps après, on a pris la route pour partir dans sa maison, quoi. Nous sommes donc arrivés chez elle. Et je remarquais qu'elle était dans dans une très grande maison. La maison était vraiment grande, le portail était très haut. Nous sommes entrés. Je lui dis, vous n'avez pas de gardien? Il me dit non. Il dit que ton papa, il est comment? Il dit, mon papa, il est un peu souffrant, mais il est toujours à l'intérieur. Mais je lui ai dit que nous serons là aujourd'hui. J'ai dit ok, d'accord. Nous sommes partis. On arrive, la maison, le portail était vraiment très éloigné, mais la maison se retrouvait en arrière. Mais bon, on marchait, j'étais vraiment éblouie par une très grande maison. Et vu la ville où on était, la ville là c'était une petite ville, quoi. Mais j'étais surprise qu'il y avait une si grande maison que moi je n'ai jamais vue de ma vie. Ce sont les maisons que je vois toujours à la télévision, quoi. Après donc, nous sommes entrés à l'intérieur et je remarque quoi, lorsque nous sommes entrés, la maison était noire, pas sombre, noire à l'intérieur, comme si c'était la nuit totale. Et il n'y avait qu'une petite, dans des petites ampoules à faible lumière, très petites ampoules. Ah, et je reste devant la porte et me dit non, entre. J'entre, mais je ne ferme pas la porte derrière moi. Je laisse la porte entrouverte. Mais c'est à l'intérieur, quand je me retrouvais déjà à l'intérieur, j'ai un peu commencé à ressentir de la peur,
j'avais de la chair de poule, mais bon, c'était une amie que j'aimais bien, on riait bien. C'est comme ça que j'écoute une voix en train de parler, mais une voix de vieil homme en train de parler et après la voix toussait. Mais j'appelle, elle me dit que tu veux boire quelque chose. Je dis non, je dis il n'y a pas la lumière. Nous on était dehors là-bas, il faisait jour. Ici c'est comme si nous sommes dans la nuit. Elle me dit que laisse, on va partir chez mon papa. C'est comme ça que je dis que ton papa est où? Elle me dit là-bas à l'étage. Je ne vois même pas l'étage parce qu'il faisait tellement noir. Mais moi, je suivais comment elle montait les étages, tous. Mais c'est comme si quelqu'un me disait que sors. J'avais tellement peur, je tremblais. Il faisait chaud, mais moi, je tremblais. C'est comme ça que je suis sortie. J'ai commencé à marcher vers le portail. Je marchais vite. Moi-même, je ne savais même pas pourquoi est-ce que je marchais. J'avais tellement peur. Je marchais vite. Après, quelques temps après, la fille est venue se placer au niveau de la porte, devant la porte de la maison. Elle m'appelle. Elle me dit, viens, je marche. Après, je me place au niveau du portail. Quand elle me retourne, la fille me regardait. Elle était fâchée. Elle me regardait. Elle avait froissé ses sourcils. On dirait que ses deux sourcils se croisaient. C'est comme ça que je suis sortie et je suis partie. Je ne sais même pas comment est-ce que j'ai pu marcher. Je suis allée trouver que ma mère me cherchait déjà. Nous sommes quittés de l'école. Il était peut-être aux 11 heures. Mais je suis arrivée à la maison vers 18h30. Ma mère était déjà fâchée. Elle pleurait, elle me cherchait parce que c'était aussi une période un peu risquée où on volait des enfants. Tout le monde me cherchait. C'est comme ça qu'elle me dit, tu étais où? Je ne voulais pas lui dire que j'étais chez la camarade bizarre qu'elle n'aimait pas. C'est comme ça que je lui mens seulement que je suis allée me crisser avec les amis et on jouait et tout. Le lendemain, j'arrive à l'école. La fille n'était plus jamais revenue à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, la fille n'était plus jamais revenue à l'école. Mais bizarrement, je voulais donc repartir chez elle. Je suis retournée vers le chemin où la fille m'avait amenée. Je ne me suis pas retrouvée. Je n'ai plus jamais revu la maison là. Je n'ai jamais compris cette histoire-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, je veux vraiment dire aux enfants que écoutez vraiment les parents. Et quand la maman, le parent n'aime pas quelqu'un, franchement, il faut vraiment réfléchir et il faut faire beaucoup attention avec des personnes avec qui nous marchons. Je ne sais pas où je suis partie, je ne sais pas où j'étais entrée. Ma maman est morte déjà, mais je ne lui avais jamais raconté cette histoire-ci. Je ne lui avais jamais raconté que je suis partie jusqu'à aller dans la maison de la fille et ça s'est passé comme ça. Donc, il y a des enfants là qui sont souvent têtus après des cours ou bien une journée fériée comme ça. Ils ne disent pas aux parents, ils se retrouvent dans des coins bizarres. Franchement, faites beaucoup attention. Merci DMG, likez et partagez. J'espère que vous allez aimer mon histoire. Soutenez également la page. Merci à tous les abonnés qui vont suivre. Et vraiment aux enfants, écoutez les parents, écoutez les aînés et prêtez attention lorsqu'on vous fait des avertissements sur quelque chose. On ne sait jamais. Bye. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Écoutez s'il vous plaît. Likez, commentez. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Vite fait parce que je suis en train d'aller à l'école. Donc, alors, on m'a envoyé une vidéo, une courte vidéo pour sensibiliser en fait. Ça, c'était une vidéo vraiment réelle, une vidéo qui s'est passée, je ne sais pas dans quel pays en Afrique, mais je crois que c'était au Nigeria, mais c'était vraiment réel en fait. En fait, la vidéo n'a pas fait buzz sur la toile et tout, on n'a pas partagé parce qu'il y a des images un peu choquantes et tout. Donc du coup, je vais te raconter en bref ce qui s'est passé en fait. On va appeler la fille Rosaline. Donc il y avait Rosaline qui vivait avec son mec en fait. Elle vivait avec son mec et
elle avait une meilleure amie. Donc, le mec, à son époque-là, le mec n'avait pas l'argent. Genre, c'était un truc de 2022. Ouais, c'était un truc de 2022. Donc, le mec n'avait pas l'argent et tout. Mais il se battait quand même, il faisait des petits boulots. C'était un jeune garçon, hein, on peut dire 19 ans. Mais il se battait, il vivait avec sa copine et tout. Mais un jour à l'autre, il a commencé à avoir de l'argent, en fait. Il a commencé à fréquenter des amis, il a commencé à avoir de l'argent. L'argent. Après, dans sa copine ne l'a jamais posé de questions, mais d'où sort tout cet argent? Comment tu fais pour l'avoir et tout? Je sais que ton boulot ne peut pas quand même te donner tout cet argent que tu reviens avec à la maison et tout. Il a dit non, t'inquiète pas, je suis avec mes amis, ils m'aident et tout. Vraiment, elle s'est pas posé de questions. Bon, comme c'est une fille aussi à gros cœur, elle voulait de l'argent et tout. Après, elle invite sa meilleure amie à une petite soirée. Ils s'amusent et tout. Elle s'amuse et tout, pardon. Elle s'amuse et tout avec son mec, ses amis et tout. Après, sa copine dit, sa meilleure amie, elle dit à Rosaline que, mais madame, c'est quoi ça, tout cet argent-là? Ton mec, il a trouvé tout cet argent où? Regarde le téléphone que tu utilises maintenant, les iPhones du dernier clip, quoi. Regarde ce que tout ça tu utilises. Ton gars a trouvé de l'argent ou du jour au lendemain, comme ça, il devient riche et tout. Elle a dit maintenant, il travaille et tout. Sa meilleure amie a dit, mais ma chérie, fais très attention, hein. C'est pas parce qu'il a commencé à avoir de l'argent là que tu vas te laisser emporter par son argent et tout. Demande-lui où il trouve tout cet argent. Elle a commencé à dire maintenant, t'inquiète, il travaille, ce sont ses amis qui l'aident et tout. Sa meilleure amie lui dit, ah ok, ça va, je te laisse avec ça, mais sinon c'est un peu très suspect. Elle dit, non, mais t'inquiète pas, si tu vas venir me faire la leçon de morale, tu n'as qu'à partir et tout. Après, elle a dit, ah non, je veux pas que tu te fâches, hein. Non, t'inquiète, c'est bon. Après, un jour, euh, comme le gars, il était dans la secte. Maintenant, c'était à son tour de faire un sacrifice, en fait. C'était à son tour de faire un sacrifice et il devait donner la personne à qui il tient beaucoup. Lui, il a dit qu'il va donner sa petite amie. Donc, dans une maison, une belle maison, il a organisé une fête la nuit et il a dit à sa meilleure, à sa petite amie en fait de venir dans tel endroit, il lui a donné l'adresse et tout. Elle lui a dit, est-ce que je peux venir avec ma meilleure amie, s'il te plaît? Il a dit, non, t'inquiète, pas de souci, tu peux venir avec elle et tout. Après, elles sont venues et tout, ils sont en train de faire la fête, mais ils sont pas entrés dans la chambre, ils n'ont rien suspecté. C'était une grande maison, hein, une grande maison, ils sont en train de faire la fête, boire des champagnes et tout. Après, le mec lui dit, j'ai une surprise pour toi, est-ce que tu peux aller dans la chambre? Elle dit, ah bon? Elle dit, ok, pas de souci, est-ce que ma meilleure amie peut m'accompagner? Il dit, oh non, vas-y, pas de souci, tu peux y aller avec elle. Sa meilleure amie a dit, non, moi je veux pas y aller. J'ai un pressentiment, moi je veux pas y aller. Le mec de Rosalie lui dit, non, t'inquiète, il n'y a rien. Faut y aller, vous allez voir la surprise ensemble. La meilleure amie a dit, non, je ne veux pas y aller. Rosalie a dit, ok, pas de souci, t'inquiète, moi je vais y aller. Je sais pas pourquoi tu es comme ça, je sais pas pourquoi tu te comportes ainsi, mais moi je vais y aller. Après, Rosaline, elle part, elle entre au couloir, elle voit des bougies partout, un peu la maison bizarre, quoi, avec des trucs au sol et tout. Elle lui dit, mais c'est quoi ça, bébé? Il dit, non, t'inquiète, il y a la surprise dans la chambre, vas-y. Avant qu'elle entre dans la chambre, trois gars avec des pagnes rouges, avec des foulards rouges, viennent la prendre et essayent de la force à entrer dans la chambre. Elle crie le nom de sa meilleure amie, elle crie le nom de sa meilleure amie. Elle dit, viens me sauver, s'il te plaît, viens me sauver, viens me sauver. Sa meilleure amie prise en panique, elle ne pourrait pas sortir et elle ne pourrait pas aussi laisser sa meilleure amie Rosaline comme ça en fait. Elle a dit, je t'ai dit, ton mec il n'est pas quelqu'un de bien, regarde ce qu'on va lui te faire et tout. Maintenant, on a pris la meilleure amie, ils sont venus prendre la meilleure amie en voulant essayer de l'entrer avec elle. Ils sont entrés tous dans la chambre en fait. Ils sont entrés tous dans la chambre, on a attaché sa meilleure amie, on a attaché Rosaline. Et je vous jure, ce qui s'est passé, c'est vraiment réel. Ce qui s'est passé, c'est vraiment réel, je vous jure, je vous assure.
Rosaline, on a attaché Rosaline, je vous jure, j'ai vu la photo, j'étais choquée. Ils ont pris la matière, ils ont retiré la tête de Rosaline. Ils ont retiré la tête de Rosaline, ils ont déposé à côté de sa meilleure amie, ils ont retiré les membres, la main et tout. Je vous jure, ils ont découpé Rosaline. Ils l'ont découpé et tout. Sa meilleure amie, elle a vu ça. Je vous jure, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est enfuie de la maison. Elle s'est enfuie. On a essayé de la rattraper, mais c'était impossible de la rattraper. Vraiment, c'était ma petite histoire. Vraiment, c'est sa meilleure amie même qui est venue parler de ça. Vraiment, faites très attention. Faites très attention, les jeunes filles. Faites très attention. Vraiment, faites très attention. C'était ma petite histoire. Merci beaucoup, DMG. Passez une très bonne journée. Likez, partagez et tout. Merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Là, on va passer à la sixième histoire, autant pour moi. Shalom, j'espère que tout le monde va bien. Il faut liker la vidéo, la partager afin de sensibiliser et de faire grandir la communauté. Je me décide enfin à faire cet audio. Le premier, bon, j'avais décidé de le supprimer, mais ce deuxième, j'espère le laisser. Donc, ce témoignage, c'est pour sensibiliser les gens. Comment est-ce que les échanges d'étoiles se font, les vols d'étoiles se font, les vols de grâce se font à cause des personnes avec qui on décide de marcher. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a grandi dans la crainte de Dieu. Sa famille était croyante, était chrétienne, donc elle avait sa vie. Et tout marchait super bien dans sa vie, elle n'avait pas de soucis. Bref, tout ce qu'elle faisait lui réussissait. Mais elle ne savait pas en fait, elle ne savait pas prendre conscience de cette grâce, de cette étoile qu'elle avait. Elle s'est mariée tôt comme elle voulait, elle a eu ses enfants, elle a eu ses entreprises. Son rang social a commencé à évoluer naturellement. Elle connaissait que la parole de Dieu, la crainte de Dieu, elle ne connaissait pas les boîtes de nuit, les sorties, bref. Et c'est comme ça qu'un jour, elle fait la rencontre d'une première fille. À l'école des enfants, elle fait la rencontre de cette fille. Et vu que cette personne, à la base, n'était pas très proche de sa famille, elle s'est liée d'amitié avec cette première fille et c'est devenu un peu comme sa famille. Donc, et quand elle a connu cette fille n'avait rien. Elle était fille au père et elle était dans un appartement qui n'était même pas assuré, elle n'était même pas mariée. Bref, son niveau de vie était nettement inférieur à celui de l'autre fille qu'elle a rencontrée. Voilà elles se sont rencontrées. Et l'autre fille, maintenant, quand elle achetait quelque chose, quand elle achète une robe, quand elle achète quoi que ce soit, elle achetait en double pour sa copine. Et c'est comme ça que l'amitié grandissait. Et la vie de l'autre copine, de la copine B, a commencé aussi à évoluer. Mais entre-temps, la copine A, qui avait sa petite vie tranquille, elle a commencé à prendre la vie de dehors avec l'autre copine B. Et la copine A, elle allait à l'église quand même. C'est-à-dire qu'après leur sortie et tout ce que la copine B faisait découvrir, elles allaient à l'église. Et la copine B avait des relations à gauche, à droite, vraiment une vie totalement dissolue. Mais la copine A, elle se disait, ah bah, moi, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. La copine B est même sortie avec le cousin de la copine A et elle prenait même la copine A pour couverture de tout ce qu'elle faisait. Et c'est comme ça que petit à petit, la copine A, voyant que voilà, cette copine B menait une certaine vie et que rien ne lui arrivait, bon, certaines choses ont commencé à déteindre sur elle. Et petit à petit, la vie de la copine B a commencé à changer. C'est pas tout. La copine A, entre-temps, a rencontré une autre copine C. La copine C, elle, par contre, elle avait un standing de vie plus élevé, bref, en apparence par rapport à la copine A, et beaucoup plus que la copine D.
Mais chose qui était bizarre, la copine C, elle semblait très froide. Elle semblait une fille très froide. Et la copine A ne cessait de lui dire, mais pourquoi tu es froide? Il faut t'ouvrir, il faut être gentil, les gens ne sont pas méchants. Mais chose qui était bizarre, c'était que lorsque la copine C arrivait quelque part, il fallait qu'elle se trouve un mec, qu'elle sorte avec ce mec. Quel qu'il soit, elle sortait avec tout le monde. Et petit à petit, les regards qu'il y avait sur la copine A, tout le monde a commencé à tourner ses regards vers la copine C. Donc la copine C a commencé à devenir la vedette dans le trio. Hein. Le trio était maintenant formé. Mais ça ne dérangeait pas la copine A parce qu'elle étant une fille qui a des valeurs chrétiennes, donc elle ne connaissait pas la jalousie. Et la copine A et la copine C avaient les mêmes activités. Mais sauf que la copine A, elle donnait vraiment ses vrais chiffres. Et la copine C, elle inventait. Et la copine C, elle était en relation avec quelqu'un et plusieurs autres mecs en fait. Et c'est comme ça que cette copine C a commencé à sortir même avec l'amant de la copine B. Et par contre, la vie de la copine A vraiment commencé à dégringoler. Des choses qu'elle n'avait pas commencé à lui arriver. Mais pendant ce temps, elle continuait la vie de dehors, les sorties et tout et tout. Elle délaissait même sa famille. Bref, elle commençait à vivre une vie qui n'était pas la sienne. Même sa mère, elle délaissait sa mère. Elle a commencé à avoir vraiment des problèmes, un comportement qu'elle n'avait jamais eu. Et c'est comme ça que un jour, la copine A commencé à recevoir des coups de fil. Un amant à la copine B l'appelle d'abord la copine A et lui dit « Méfie-toi de ta copine C ». La copine A dit bah, « Je ne comprends pas comment ça je vais me méfier d'elle ». Il dit « Méfie-toi. Toi, tu n'as pas plusieurs yeux. Heureusement, tu es une fille gentille, mais je te dis, moi, j'ai plusieurs yeux. » Et pourtant, ils sortaient ensemble. Donc, ils sortaient avec la copine B et la copine C. Mais il vient avertir sur la copine C. La maman de jeune homme appelle également la copine A. Elle lui dit « Ma fille, je te connais depuis longtemps et tu es une fille tranquille. Mais depuis que tu nous as ramené cette copine C, vraiment, ça ne va pas. Et méfie-toi d'elle. » Et la copine A reçoit encore des coups de fil du Canada, d'autres endroits pour lui dire « Mais on est en train de prier pour toi et le Seigneur nous montre que tu es dans un groupe vraiment qui n'est pas bon. Et il y a une fille qui se balade avec ton visage, qui amène ton nom, ton visage chez les marabouts. » Bon, la copine A, elle a entendu ça, elle a partagé cela avec la copine B. Mais entre-temps, la copine B avait sa grand-mère marabout et elle lui racontait les rites, les trucs traditionnels qu'il faisait. Bon, bref, elle n'a pas considéré. Mais les gens commençaient à voir la concurrence, la jalousie que la copine C manifestait envers la copine A. Mais la vie de la copine A vraiment a commencé à devenir un calvaire. Et la vie de la copine B et C commençait à aller de mieux en mieux. La copine A même a eu à perdre ses entreprises. Bref, je ne vais pas raconter la fin maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? La copine C a ramené un cadeau à la copine A. Alors que la copine A n'était pas là, elle est venue lui déposer un cadeau dans son institut. Et bizarrement, tout le monde commence à demander à la copine A, mais qui t'a donné ce cadeau? Qui t'a donné ce cadeau? Et le cadeau, c'était quoi? C'était un petit sac. Ceux qui connaissent les parfumeries, les petits sacs dans lesquels on met les parfums. Et cette copine C, elle avait juste mis des vernis dedans. Puisque elle aussi, elle avait un institut. Elle avait mis des vernis dedans et les employés de la copine A ont déposé dans un coin. Et là maintenant, un jour, la copine A reçoit un coup de fil d'une de ses clientes. Elle dit, ah, comment tu vas et tout. Elle dit, oui, mais tu étais là hier, on t'a coiffé, est-ce qu'il y a eu un souci? Elle dit, non, 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 il n'y a pas eu de souci. Mais je veux juste te dire une chose, c'est que tu es une fille très gentille. Heureusement que tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Heureusement que tu n'as jamais mis tes pieds chez un marabout. Sinon, tu ne serais pas en vie. Et pendant ce temps, la copine A était en brunch, était en train de parler avec la copine B. Et maintenant, la copine A met le haut-parleur et la copine B entend. Elle lui dit, écoute, écoute, écoute. Ce que je t'ai toujours dit, c'est qu'on m'avertit sur la copine C. Écoute ce qu'on me raconte. La cliente reprend.
il y a quelqu'un qui t'a donné un cadeau, va rendre ce cadeau à la personne. Je peux te dire d'où il vient, je peux te dire le nom de la personne. Et pour savoir même si je mens, quand tu vas aller rendre le cadeau, la personne, si c'est que je mens, elle va te dire pourquoi tu me rends le cadeau. Si c'est que je ne mens pas, elle ne va rien dire et elle saura que tu es au courant. C'est comme ça que la copine A court et va rendre le cadeau. Et la copine C n'a rien dit. Bizarrement, heureusement dans la nuit, la copine A, elle dort. Elle voit comment on est en train de l'amener quelque part. Elle voit comment on est en train de l'amener quelque part. Et on lui dit maintenant, là on l'amène, on l'habille en rouge et noir. Et les gens, tout le monde est habillé en rouge et noir. Et on veut l'introduire dans une salle qui est rouge et noir. Et on lui dit, donne-nous le code. Elle dit, comment ça le code? On lui dit, le code, c'est le sac qu'on t'a donné dans la réalité. Elle dit, mais comment ça le sac? On lui dit, le sac un tel, donc la copine, le sac que la copine C t'a donné, donne-nous ce sac, c'est ça le code. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, que la copine A avait pris en compte les avertissements que tout le monde lui avait donnés. Elle avait rendu le sac. Et c'est comme ça que dans le rêve, elle dit, je n'ai plus le sac, allez récupérer chez la personne. Et c'est comme ça qu'elle se lève. En ayant répondu, je n'ai plus le sac, j'ai rendu à la personne, allez récupérer chez la copine C. Elle se lève. DMG. La copine C, bon, avant cela déjà, il s'est passé quelque temps. La mère de leur amant à la copine B et à la copine C est décédée de manière mystique. Ça, c'est une première chose. Elles ont fait un voyage et dans la nuit, la copine A ne savait pas pourquoi quelque chose la poussait à dormir absolument avec la copine C. Et la copine B la défendait. Mais finalement, la copine A finit par dormir avec la copine C. Et dans la nuit, on entend seulement les cris et la copine C qui se lève comme si elle attachait, comment je peux dire, un paquet. Et c'est comme ça qu'elle a attrapé les bras de la copine A, elle a mis au dos. Et la copine A qui dit, non, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Copine C, mais lâche-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que la copine C commence à dire, ah non, c'est que je faisais un rêve comme si quelqu'un voulait te faire du mal. Et la copine B qui regarde la copine C, que je t'ai dit de ne pas dormir avec elle. Et quelque temps aussi, un jour, son mari qui dit que très souvent la copine C, elle dort et les gens la frappent. On ne sait pas, elle dort, on la frappe et tout, et tout, et tout. Bref, c'est comme ça que quelque temps après, cette copine C perd sa mère. Non, elle perd d'abord son cousin. Elle perd son neveu. Elle a perdu au moins 4 personnes jusqu'à perdre sa mère. Et quand elle perd sa mère, on avertit d'abord que sa mère est malade. On lui dit, va voir ta mère. DMG, cette fille avait tout pour aller voir sa mère. Elle est montée, elle est descendue, elle a tourné à gauche, à droite. Ce n'est que quand on lui a dit que sa mère était morte qu'elle est allée voir sa mère. Mais avant que sa mère ne meure, elle n'est pas allée voir sa mère. DMG, la vie de cette fille, tout le monde sait la vie qu'elle mène, ce qu'elle fait, mais personne n'ose dire. Au contraire, c'est une fille qui peut sortir avec toi, soit avec ton cousin, soit avec ton père, ton voisin, ton chat, et vous êtes tous sur la table, vous savez ça et personne ne dit rien. Jusqu'à ce que la copine A décide enfin de retourner à la prière parce que les choses qu'elle commençait déjà à vivre, même spirituellement, les oppressions qu'elle vivait déjà, ce n'était plus possible. Elle dit non, moi j'ai mes origines, mes souches qui sont chrétiennes, qui sont croyantes. C'est vrai, elle n'arrive pas trempée dans quelque chose de bizarre, mais chose qui était bizarre, cette copine C, c'est comme si elle cherchait absolument à l'initier dans quelque chose. Et c'était arrivé au point où elle entendait cette copine C lui parler. Et cette copine C devenait de plus en plus aussi proche avec la copine B parce qu'elles avaient à peu près les mêmes principes. Bref. Lorsque la copine C voit sa mort qui est en train d'arriver, où elle sent qu'il y a des esprits, ces enfants qui sont oppressés, des choses, elle commence à avoir des comportements, des réactions qui n'allaient pas. Elle s'enferme pendant 1 semaine. La puissance de la prière.
Elle s'enferme pendant une semaine en jeûne et prière. Elle jeûne et prie, elle demande pardon au Seigneur. Elle demande de le purifier. Je vous dis, DMG, la puissance dans la prière. Les gens qui disent que, oh, nous, on a autre chose, si vous avez Dieu. Il n'y a rien au-dessus de Dieu, le Créateur. Surtout quand il sait que tu es son enfant. Oui, tu peux faire des erreurs à gauche, à droite. Mais cette fille, lorsqu'elle a commencé à prier, prier, lorsqu'elle est sortie de ce jeûne et prière, et tout, elle a confessé à un serviteur de Dieu tout ce qui s'était passé. Il a prié pour elle. DMG, la maison a explosé. Tu sentais comme dans les films, là, les choses qui se passaient. Mais comme elle savait déjà, et l'autre fille savait déjà aussi qu'elle était démasquée, le jour où il y a eu tentative de réconciliation, la copine C, dès qu'elle a touché la copine A, elle a dit, je ne peux plus jamais marcher avec elle. Et comme il y avait déjà le lien qui était coupé avec tous ces liens mysticaux, bizarres, mondanité, DMG, c'est comme ça que toutes les relations mondaines que la copine A avait se sont séparées. Tout est parti en couille, en vrille. Mais je peux te dire, DMG, que si cette fille ne s'était pas attachée au Seigneur, n'était pas revenue au Seigneur, on parlerait d'elle au passé. C'est vrai, la copine a laissé des plumes, mais le Seigneur qui est le restaurateur, DMG, la puissance dans la confession. C'est pour ça que je veux encourager quelqu'un. Tu marches avec des gens, tu ne connais pas leur identité spirituelle, ou même tu connais leur identité spirituelle, mais tu te dis que, oh, toi, tu ne pratiques pas, tu ne pars pas chez les marabouts, chez les charlatans, tu fais passer. Il y a le lien. DMG, chez cette copine C, quand ils allaient manger, quand Dieu commençait déjà à ouvrir les yeux de la copine A, elle sentait que ce n'était pas de la nourriture saine qu'ils mangeaient. Elle disait, ce n'est pas de la nourriture saine. Et cette fille-là, quand on la voit dehors, elle est dans les plus grosses voitures. Mais si tu la regardes avec les yeux spirituels, Dieu avait commencé à ouvrir à la fille A les yeux spirituels. Elle commençait déjà à voir réellement qui elle est. Et la copine C avait senti qu'elle n'avait plus d'emprise. Donc, il y a des gens comme ça qui volent des étoiles, qui volent des grâces, qui volent les destinées. Vous savez, ah, c'est ma copine, c'est ma meilleure amie. Ton meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Ton meilleur ami. Et les gens rentrent dans des alliances. Tu couvres les bêtises des copines. Tu vas rentrer dans ces alliances-là. Tu vas te retrouver à boire. Tu vas te retrouver à fumer. Tu vas te retrouver à forniquer. Tu vas te retrouver à mentir. Tu vas te retrouver à voler. Pourquoi? Parce que tu t'es mise dans une relation qui n'était pas la tienne. Et cette dame, au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle mène sa petite vie. Le Seigneur la restaure, la relève. Mais quel bouleversement elle a connu. Si nulle était la grâce de Dieu, qu'elle avait toutes ces personnes quand même autour d'elle. C'est pour ça que tu es la sommation des personnes que tu fréquentes. Si tu fréquentes des gens qui pratiquent, sache que tu seras, c'est ce qu'on appelle, tu vas devenir un sorcier inconscient, ou alors, puisque toi tu es naïf, tu seras vendu naïvement. C'est comme ça que, petit à petit, le Seigneur a éloigné. Et je veux dire à quelqu'un la puissance du dépouillement. Quand tu as des vêtements, peut-être tu as un milieu que tu fréquentais, mais que tu t'es rendu compte que c'était un milieu malsain. Tu as des vêtements, tu avais un style vestimentaire, tu avais un milieu que tu fréquentais avec ces personnes. Coupe les ponts, ne pars plus. Ce sont des lieux, ce sont des hôtels sur lesquels ces personnes pouvaient s'accrocher encore pour te sacrifier. La copine A avait totalement changé de vie. Elle a brûlé, elle a jeté, elle s'est séparée de tout style, de tout lien qui pouvait les rapprocher de près ou de loin. Juste pour terminer ici, au final, même la copine B qui avait une souche, comment je peux dire, de pratiques, puisque elle pratiquait, ne se cachait pas, elle pratiquait de par sa famille, de par leur tradition. C'est les deux maintenant qui sont restés des meilleurs amis. Mais
le Dieu de justice se lèvera. Mais Dieu merci, cette copine A au jour d'aujourd'hui, personne n'a pu toucher à un seul de ses cheveux. Donc je raconte son histoire et c'est juste pour que ça serve de leçon à quelqu'un. Regarde avec qui tu marches. Regarde les lieux que tu fréquentes. Si tu fréquentes ces personnes-là et que vous faites la même chose, bah, tant mieux, peut-être vous savez comment vous protéger. Mais si toi, tu dis non, moi, je pars à l'église, mais ma copine, elle fréquente les marabouts, moi, je ne fréquente pas les marabouts. Elle va prospérer sur ton étoile. Elle va échanger ton étoile. Elle va se marier sur ton étoile. Elle va ouvrir des entreprises sur ton étoile. Elle va t'apporter les cadeaux. Tu vas dire, ah, c'est ma co. Non, mes bien-aimés, séparez-vous du monde. Et que le Dieu qui a protégé la copine A et qui la garde aujourd'hui. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, enseigne à l'enfant quand il est jeune la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Et la parole de Dieu dit également, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur le délivre toujours. Tu cherches la délivrance. Tu ne comprends pas pourquoi tu as les couches de nuit. Tu ne comprends pas pourquoi tu es bloqué. Tu ne comprends pas pourquoi tes enfants, ça ne va pas. Il y a ci, il y a ça. Ta vie ne ressemble plus à ce que c'était. Regarde la sommation de ton entourage. Que Dieu vous bénisse et on se dit à bientôt pour d'autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 7e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. J'espère que tout le monde va bien. Chaque fois, je raconte toujours les histoires vécues ou bien des histoires dont j'ai été témoin. Mais cette fois-ci, je veux raconter ma propre histoire. Et ma propre histoire, elle date de très longtemps, depuis ma naissance. Et c'est ma mère qui me l'a raconté tellement de fois. Et elle concerne surtout l'origine des noms qu'on attribue souvent aux enfants. Et nous en Afrique, chaque fois qu'on attribue un nom à un enfant, il y a toujours des raisons pour lesquelles on attribue ces noms à ces enfants. Et nous aussi, en grandissant parfois, nous, on ne se dérange même pas pour savoir la raison pour laquelle les parents nous ont donné tel nom ou bien tel prénom. Parfois, les noms qu'on nous attribue racontent souvent notre histoire sans qu'on ne s'en rende compte. Et c'est ainsi que ma mère aussi, en choisissant le prénom qu'elle m'a donné, c'est parce que le prénom qu'elle m'a donné constitue réellement la véritable histoire de ma naissance. Bon, ma maman et mon papa vivaient à Kekem dans les années 75, année de ma naissance. Mon papa était un fonctionnaire à l'époque, on l'affectait un peu de partout. Et ma maman à cette époque était une simple ménagère. Donc elle suivait mon papa partout pour le tour du Cameroun. Et bon, j'ai d'autres aînés devant moi. Et chaque aîné naît toujours dans des villes différentes où notre papa était affecté dans les zones là. Donc ce qui fait que pratiquement tous les enfants de mes parents sont nés dans des villes très très différentes et très très éloignées les unes des autres dans la République du Cameroun. Et mais moi, je suis née à Kekem. Tout le monde peut connaître quand même où se trouve Kekem. Kekem, c'est l'entrée de la porte de l'Ouest, dès qu'on a traversé Melon. Et c'est comme ça que ma maman vivant là-bas, elle était tombée enceinte de moi à Kekem. Elle était là. Et entre-temps, mon papa avait eu une relation extra-conjugale avec une dame de cette région-là. Et imaginez un peu dans les années 75 comment est-ce que la localité pouvait être présentée. C'était un truc un peu pas développé du tout. Il n'y avait même pas d'eau courante, il n'y avait pas de lumière. Bon, c'était un peu quasiment un village.
Et bon, mon papa aussi, chaque fois s'il revenait de son travail, il partait dans les petits endroits où on se distrayait. C'était pas quand même très nombreux à cette époque. Les coins de distraction, les coins de distraction n'étaient pas assez nombreux à cette époque. Et mon papa, dans ces coins de distraction, avait fait la connaissance d'une dame. Et donc, il a entamé une relation. Et la relation a tellement pris de l'ampleur. Ça a eu un grand impact au sein du foyer de mes parents parce que c'était arrivé à un niveau où la dame s'était pratiquement accaparée de notre papa au point où notre maman ne voyait presque plus notre papa. Et c'était dans cet état que ma mère était en train de mener ma gestation à terme. Le papa, même parfois, prenait son salaire, il disparaissait des jours, il n'assumait même plus comment je peux dire ça, en tout cas son devoir d'homme et de mari. Voilà dans quelles conditions, bon, ma maman était là, mais malgré tout, elle supportait, et elle m'a mise au monde. Quand elle m'a mise au monde, et lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, et en tant que la femme d'un fonctionnaire dans une zone comme celle-là, bon, ça attire un peu les villageois. Tout le monde veut venir rendre visite au nouveau-né, quoi. Bon, c'est même par là que la, la maîtresse de mon papa a profité, cette fois-ci pour pouvoir, elle a profité comme si elle venait, elle s'est insérée parmi tous les groupes de personnes qui venaient rendre visite pour ma naissance. Elle s'est insérée parmi les gens, elle est rentrée dans le foyer conjugal, en tout cas chez ma maman. Bon, comme ma maman savait déjà, ma maman soupçonnait, parce que des trucs des villages où il n'y a pas trop de monde, tout se sait très très rapidement. Mais on avait déjà dit à ma mère que bon voilà la dame avec qui ton mari traîne tout le temps dehors et tout et tout. Bon, comme ma mère, elle avait privilégié de sauver sa grossesse, bon, elle était restée calme, elle disait bon, même si elle va réagir, il faut d'abord qu'elle accouche. Elle a donc accouché, la dame est venue se faufiler parmi d'autres visiteurs, elle est rentrée. Et bon, ma mère ne pouvant pas réagir, les deux savaient ce qui se passait. Elles étaient là parmi les personnes qui étaient dans la maison pour regarder le bébé, le nouveau-né qui est venu. En tout cas, moi. Donc, les deux s'échangeaient des regards, elles communiquaient avec des regards et tout. Donc, mais moi, devant les gens, bon, en Afrique, on sait que quand il y a un nouveau-né, même s'il y a des querelles, il y a ceci, devant les gens, on ne peut quand même pas montrer. En fait, ça se passait comme ça à l'époque. Hein. À l'époque, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas exposer publiquement. On pouvait supporter son ennemi, pourtant on est dans la même pièce, on gère comme ça. Bon, c'est un peu différent de cette époque, bon, où chacun est courageux et dit ce qu'il pense comme il veut. Donc, ma mère savait bien que c'était, voilà, que la maîtresse de son mari, qu'elle a eu le culot. Elle a eu le culot de venir dans sa maison, non contente de s'accaparer de son mari et de bouffer tout l'argent et pratiquement ma mère végétait dans la famine, la misère, alors que mon papa à l'époque s'en foutait. C'est comme s'il n'était même plus lui-même, quoi. Il abandonnait. Bon, je n'étais pas le premier enfant, il y en avait plusieurs devant moi déjà. Donc, je n'étais même pas la première enfant. Donc, ma mère était comme ça, dans cette souffrance-là. Le papa, c'est comme s'il avait perdu tous ses repères. Il n'écoutait plus rien, il n'écoutait les conseils de personne. La dame, maintenant, vient provoquer encore ma mère chez elle. Ma mère a pris ça comme de la provocation. Mais comme elle y avait plein de gens autour d'elle, elle n'a pas réagi. La dame a poussé le bouchon loin au point où de demander à porter le nouveau-né. Donc moi, elle a demandé à me porter dans ses bras. Bon, ma maman, devant les gens, ne pouvait pas refuser. Ma maman lui a remis le bébé. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a gardé dans ses bras. Bon, maintenant, elle était venue, elle s'était préparée à venir, franchement, me faire du mal. Quand ma maman m'a remis à la maîtresse de son propre mari, dès que ma maman était un peu distraite, elle m'a griffé.
griffer, les gens griffent un bébé jusqu'au sang. Donc, on te griffe comment je peux dire ça? Elle te griffe assez profondément jusqu'à laisser la trace au point où la trace a saigné. Donc, dès qu'elle m'a griffé, j'ai commencé à pleurer devant les gens et les autres visiteurs ont dit « Ah, l'enfant là ne te veut pas et tout et tout. » Donc, le cri que j'avais poussé, selon c'est comme ma maman me raconte chaque fois, que le cri était tellement fort et maman a senti que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, devant les gens, elle a pris l'enfant avec le sourire aux lèvres, mais dans son cœur, elle savait que non, la dame n'était pas bien. Donc, qu'est-ce qu'elle pouvait donc faire? Rien du tout. Rien du tout. Donc, elle m'a repris dans ses bras, ma maman m'a repris dans ses bras. Et quelques temps après, quand les visiteurs sont partis, elle a essayé de regarder, mais de se poser la question, mais pourquoi est-ce que l'enfant s'est crié si fort? Et elle pleure, elle n'arrête pas de pleurer. Ma maman a essayé un peu de regarder partout sur moi. C'est là où elle se rend compte que la dame m'a griffé au niveau de la cuisse. Elle m'a griffé assez profondément jusqu'à j'ai saigné à cet endroit. Donc, il y avait une marque qu'elle a fait avec son ongle. Et en fait, la dame avait utilisé un médicament. Comme la dame avait de longs ongles, elle avait trempé ses ongles dans une poudre, quoi. Donc, le fait maintenant de me griffer assez profondément, elle avait fait rentrer la poudre dans mon organisme. Donc, quand ma mère a pris, elle a vu la petite plaie, elle s'était tellement juste dit non, peut-être c'est une petite méchanceté, peut-être c'est une petite jalousie, comme depuis elle est avec notre papa, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Et donc, la dame aussi était une dame, bon, un peu plus âgée que notre maman, déjà 5 ans son aînée. Et toute sa vie, bon, elle n'a jamais été mariée, elle n'a jamais pu faire d'enfant. Donc, ma maman s'est dit non, simplement, elle m'a griffé parce que elle était peut-être jalouse de la jolie petite fille que moi j'étais. Maintenant, la nuit passe. Le lendemain matin, ma maman se réveille. Comme le papa l'abandonnait toujours, comme d'habitude, il découchait. Elle se retourne dans le lit. Elle se lève très tôt pour préparer les aînés, pour que les aînés aillent à l'école. C'est là où elle constate que non. Moi, avec mon état de bébé, mon corps avait été transformé. Entièrement transformé. Jusqu'au niveau des aisselles. Au niveau des aisselles, tout le bas s'était transformé en serpent. Tout le bas de mon corps était transformé en serpent. À peine seulement 2 semaines après la naissance, le corps se transformait en serpent. C'est rien que les bras et la tête qui n'étaient pas encore touchés. Quand mon mère avait soulevé les habits, elle a vu que son enfant en dessous était déjà serpent. Elle m'a dit, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a crié si fort que les voisins immédiats ont accouru. Lorsque les voisins sont arrivés, il y a une maman bien âgée. Dès qu'elle a observé mon état, elle a dit à maman, chut, plus un mot, plus un cri, plus une larme. Ferme ta bouche. Je sais ce qui est en train de se passer. Ne parle plus, ne réagis plus. Il ne faut même plus attirer l'attention des gens jusqu'à ce qu'on sache que voilà ce qui est en train d'arriver à ton enfant. Attrape ton cœur. Tu restes tranquille. Fais partie des autres enfants à l'école. Tu reviens. Moi, je vais te conduire quelque part pour qu'on arrête le processus de transformation auquel l'enfant a été soumis. La maman a obéi à la maman, à la vieille du village de Kegem là. Elle est restée tranquille, elle a arrêté de crier, elle a arrêté de pleurer parce que la vieille lui avait dit, n'essaye surtout pas de couler une larme, que si elle essaye de couler une larme, je risque de partir. La maman a serré son cœur. Elle a suivi la dame. C'est la dame même qui m'avait prise dans mes bras selon le récit de ma mère. C'est la dame qui m'a pris dans ses bras. Elle m'avait emballé en telle enseigne que, bon, quand on est nouveau-né, bon, on connaît toujours qu'on emballe les pieds des nouveau-nés pour protéger le nouveau-né du froid. Donc, on m'avait tellement emballé que quand on passait devant les gens, on ne pouvait pas imaginer le drame qui était en train de se dérouler sous les yeux des gens. La dame maintenant a amené ma maman chez une autre maman aussi, celle-là encore plus vieille qui ne marchait pratiquement pas. Lorsqu'elle est arrivée chez la vieille,
dès qu'on on m'a présenté chez la vieille m'a prise dans ses bras. Elle a dit ok. Elle a dit qu'elle a fait la vision. Elle a vu ce qui s'est passé et elle a donc dit à ma maman que bon, il n'est pas encore tard pour arrêter le processus de transformation. Que si ma maman ne m'avait pas vite amenée, c'est que d'ici le soir, la journée là, c'est que j'aurais été transformée intégralement en serpent et moi-même j'aurais pris le chemin pour m'en aller. C'est ce que la vieille qui était dans la forêt là avait dit. Que non, voilà, le processus de transformation était dans le but de me faire partir. Donc, si ça avait été total et effectif, donc si ça avait agi entièrement sur moi, moi-même, je devais maintenant ramper et m'en aller dans la forêt. Mais bon, comme je suis encore mi-humain, mi-serpent, on a dit à ma mère qu'on peut encore renverser le processus. La vie alors a demandé à ma mère de rentrer, de me laisser. Mais que bon, il faut qu'elle aille de temps en temps veiller sur les aînés. Et elle revient aussi de temps en temps vers elle. Maman a passé 3 jours à faire des va-et-vient entre la maison de la vieille et son foyer conjugal. La vieille maintenant avait pris une bassine en plastique. Elle a versé de l'eau et elle m'a fait coucher dans cette eau. Il était question que je devrais faire 3 jours. Donc ma mère m'a expliqué que j'ai fait 3 jours et 3 nuits dans de l'eau avec des décoctions de plantes, des poudres, tout ce que la vieille avait mélangé. Et elle avait bien précisé à ma maman que si au lever du 3e jour, si je ne ternue pas, là, elle ne pourrait plus rien faire. Le reste de la transformation devra se faire sous ses yeux et je vais m'en aller là où on était en train de vouloir m'attirer. Voilà donc, la maman était là, elle priait. Et c'est ainsi qu'au 3e jour, ma maman était même déjà assommée par la fatigue à force de veiller. Le 3e jour maintenant, selon ce que ma mère me raconte, elle dit c'est mon éternuement qui même l'a tiré de son sommeil parce que j'ai éternué tellement fort. Parce qu'un bébé qui passe 3 nuits et 3 jours dans l'eau, franchement, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Donc, dès que j'ai éternué, la vieille a dit voilà, c'est bon, c'est très bon signe. Elle m'a fait sortir de la bassine et le corps il avait encore pris son aspect normal. Mais la vieille a dit, ce n'est pas terminé. Que celle qui a fait ça te connaît bien et que si elle réussissait à me faire partir, transformer en tant que serpent, c'était pour revenir plus tard pour achever le reste de la famille, c'est-à-dire ma mère et tous les autres enfants qu'elle avait déjà. Juste parce qu'elle voulait notre papa à elle seule. Et la vieille maintenant a dit à ma maman que bon, pour mettre, c'est-à-dire un bouclier, une barrière mystique pour qu'elle ne puisse plus jamais nous atteindre. C'est là où la vieille a dit ok, pour qu'on la bloque, pour qu'on la désarme, pour qu'elle ne puisse plus rien faire pour atteindre ma mère et tous les autres enfants. La seule solution, c'est que la vieille a demandé à ma mère de lui donner le nom que je porte aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que ma mère me raconte l'origine du prénom qu'elle m'a donné. Elle dit qu'elle n'avait jamais voulu m'appeler comme je m'appelle aujourd'hui là. Le prénom que je porte aujourd'hui, ma mère dit que ce n'était pas le prénom qu'elle avait choisi. Que quand elle me portait dans son ventre pendant toute la gestation, elle avait déjà son prénom qu'elle voulait me donner au cas où j'étais fille. Parce qu'à l'époque, là, dans les années là, il n'y avait pas d'échographie. Donc, bon, on attendait seulement la surprise à la naissance. Ma mère avait toujours, selon ce qu'elle me raconte tout le temps, elle dit, elle avait toujours souhaité que si c'est un garçon, elle devait lui donner tel prénom. Si c'était une fille, elle devait lui donner tel autre prénom. Mais voilà que la force des choses à faire pour mettre un bouclier entre moi et la personne qui m'en voulait à la mort, on lui a donné mon nom. En tout cas, on m'a attribué son prénom. Ma maman a associé son propre prénom et le second prénom que je porte, c'est le prénom de la dame en question. Et la vieille avait dit, si en donnant
le fait de donner maintenant le prénom de celle qui voulait du mal à ma maman, à son propre enfant, ça allait être maintenant comme un bouclier anti-missile qui devrait entourer et protéger sa maison et toute sa famille. Donc, quand maman a accepté de donner le prénom de cette dame, a accepté de me donner le problème de cette dame, me faire porter le prénom de cette dame, c'est ainsi que elle a permis que la dame ne puisse plus l'atteindre. Quand maintenant tout était terminé, la vieille qui m'avait soignée a demandé à maman de rentrer et que plus rien ne pourra plus jamais m'arriver, que je suis déjà protégée. Et elle avait aussi demandé à maman d'aller maintenant cette fois-ci vers la dame et faire comme s'il n'y a pas de problème. Et en la taquinant et qu'elle me ramène chez elle-même. Maman est allée jusqu'à voir là où elle vivait. Maman m'a amenée là-bas. Et dès que maman l'a surprise chez elle, maman m'a directement déposé sur ses pieds en lui disant que voilà ton bombo. Donc elle a dit voilà ton bombo. Donc bombo, on connaît qu'au Cameroun, bombo signifie homonyme. C'est-à-dire on porte le même nom. Donc ma mère a fait ça. Donc la vieille lui avait dit de lui faire ça par surprise. Au moment où elle s'attend le moins, que ma maman vienne sans prévenir. Et si elle la trouve, elle assiste, qu'elle me jette carrément sur les pieds de la dame en disant voilà ton bombo. Et quand on a fait ça, ça a désarmé la dame. Ça a coupé tous les liens de sorcellerie qu'elle avait déjà établis entre moi et elle. Donc voilà, c'est comme ça que maman a fait pour pouvoir me sauver de la situation et protéger toute la famille et garder ses enfants en vie. Et après, la dame elle-même, quand on lui a dit voilà ton bombo, elle-même elle a souri. Maman dit qu'elle avait pris le savon qui traînait quelque part, elle lui a remis que voilà le savon de ton bombo que j'avais même déjà payé. Prends ça, tu retournes. Alors qu'en fait, c'était du mensonge, c'était son propre savon. Elle a quand même remis, ma maman a pris. Et ma maman a utilisé. Parce que la vieille avait dit, si elle te remet quelque chose, il faut utiliser. Au contraire, elle prend quelque chose, elle remet de sa main. Là, ça serait que, bon, elle dépose les armes, quoi. Donc, quand elle a fait ça, maman a pris, maman a utilisé le savon. Et plus tard, la dame a disparu du village sans explication. On ne l'a plus jamais revue. Bon, malheureusement, comme l'acte de naissance avait déjà été dressé, avant qu'elle ne disparaisse, ma mère ne pouvait plus rien faire pour enlever ce nom-là, ce deuxième prénom qu'elle n'avait jamais voulu me donner. Même, parfois, elle me disait quand elle m'appelle même avec ce prénom, jusqu'à nos jours, ça sonne toujours bizarre dans ses oreilles, parce que ce n'est pas le prénom qu'elle aurait souhaité pour moi. Donc, c'est pour vous édifier un peu par rapport à l'origine de certains noms. Il y a parfois certains parents attribuent des noms à leurs enfants, même sans le vouloir, justement parfois pour sauver l'enfant, soit pour sauver leur propre tête. Parfois, on est obligé de donner des noms des sorciers même à ses propres enfants, juste dans le but de vouloir se protéger. Donc, je n'avais jamais su avant que de donner le nom à quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Ça pouvait être un bouclier pour survivre dans cette nature africaine. Donc, j'ai voulu partager un peu aussi mon histoire pour faire savoir aux frères et sœurs que l'attribution des noms a souvent parfois des origines parfois mystérieuses, parfois des origines souvent heureuses. Donc, ce qui est sûr, l'origine de chacun nom qu'on donne à un enfant, c'est toujours parfois, ça a toujours des explications un peu très, très, très obscures ou bien parfois simples en dessous. En fait, je voulais partager aussi cette histoire. C'était ma propre histoire à moi. Et c'est ce que ma mère m'a raconté toute ma vie. Elle n'arrêtait jamais de me raconter cette histoire. Elle n'arrêtait jamais de me raconter cette histoire, l'histoire de ma naissance. Ce qu'on m'avait fait et comment elle a pu combattre les esprits du mal et sauver le reste de la famille. Franchement, quand je vois ma maman aujourd'hui, j'admire sa bravoure. J'admire franchement la bravoure de ma maman. Je ne sais pas si c'était moi à cette époque, ce que j'allais faire avec parfois la peur face à certaines situations. Bon, on prend souvent les mauvaises décisions, mais nous, maman, il faut avouer que nos mamans étaient des femmes franchement courageuses,
très, 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 très courageux. J'en profite pour rendre hommage à ma maman et pour tout ce qu'elle a raconté, pour tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Merci DMG et à la prochaine. Merci, merci pour l'histoire. Et là, on passe à la 8e histoire. Voilà. Bon, je vais te raconter encore. J'ai tellement d'histoires. Je te raconte encore une autre histoire. En fait, cette histoire, ça se passe entre Brazzaville et Pointe-Noire. Il s'agit d'une jeune fille qui mène une vie modeste, une vie normale comme toutes les autres filles. Elle est dans une famille très pauvre, la jeune fille. Lorsqu'elle est dans la famille très pauvre, du coup, elle commence à se trouver un petit boulot après l'école, un petit boulot afin de subvenir à ses besoins. Et puis du coup, un soir, elle rencontre une autre fille en boîte de nuit, ils font connaissance, deviennent des amis. Et la fille, elle était bien, elle voulait carrosse, nanana. La fille demande, mais toi, comment tu fais pour avoir tout ça? La fille dit, mais c'est pas grave, on va à la Pointe-Noire, parce qu'elles étaient à Brazzaville, on va à la Pointe-Noire, je vais te montrer comment est-ce qu'on va faire. D'accord? Oh oui, ok, ils sont partis à Pointe-Noire. Lorsqu'ils sont partis à Pointe-Noire, ils sont arrivés à Pointe-Noire, ils sont partis chez un marabout à Pointe-Noire. Le marabout dit, si tu veux vivre comme ta copine, avoir tout ce que ta copine a, ce que tu dois faire, c'est que tu dois tomber enceinte d'un homme que tu ne connais pas. Après avoir tombé enceinte d'un homme que tu ne connais pas, donc tu vas côtoyer un homme pendant un moment jusqu'à ce que tu tombes enceinte de lui. Et lorsque tu vas tomber enceinte de lui, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avorter. Mais tu ne vas pas avorter avant que l'enfant soit formé. Il faut que l'enfant se forme. Au bout de 3 à 4 mois, voire 4 à 5 mois, tu dois avorter. Et lorsque tu vas avorter, on va recueillir ce fœtus-là. Et moi, je vais travailler avec ce fœtus-là. Et puis, je vais travailler sur toi. Et le reste, je te dirai comment tu vas faire. La fille dit OK. Elle accepte. Elle rentre à Brazzaville avec sa copine. Elle se met à côtoyer les hommes et tout. Elle a côtoyé un pour atteindre son but. Elle a commencé à sortir avec le gars et tout. Comme elle faisait un petit boulot, elle a commencé à sortir avec le gars. Et elle restait toujours en contact avec sa copine et le marabout. Elle-même, elle disait au marabout que non, ça prend trop du temps, tout ça, ça prend du temps. Le marabout dit, mais tu n'as pas encore atteint ton objectif, donc tu dois pas sauter jusqu'à atteindre ton objectif. Et puis les choses, attends, et puis les choses vont changer. Après, à un moment donné, la fille, elle a continué en relation jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, le garçon lui a dit ceci, moi, dans ma famille, on n'avorte pas. Si tu avortes, il faut qu'il y ait de l'acceptation. L'accord doit être donné de ma famille, donc de mes grands-parents, et c'est comme ça que toi, tu vas avorter. Mais si tu le fais par entêtement, ou bien par ton entêtement à toi et à moi, sache que après, il y a le malheur qui va arriver. Et la fille, elle dit que non, moi je vais pas mettre au monde, moi je suis pauvre, j'ai pas l'argent, je cherche encore du boulot, tout ça. Toi aussi tu n'as pas de situation, comme ça on va pas mettre au monde, ça va pas marcher. Le garçon dit que non, moi dans ma famille, on n'avorte pas. Il faut l'accord. Il faut l'accord de la famille afin que tu puisses avorter. La fille dit que non, ça marche pas. La fille se fâche. Et le couple se sépare. C'était déjà un moyen pour la fille pour se séparer du garçon et aller faire son rituel. Ils se sont séparés. Lorsqu'ils se sont séparés, la fille, elle est partie à Pointe-Noire enceinte. Arrivée à Pointe-Noire, elle a avorté. Et lorsqu'elle a avorté, c'était au bout de 4 à 5 mois comme ça, je crois. Hein? Elle a avorté. Après avoir avorté, la fille, elle a recueilli le fœtus. Elle est partie donner chez le marabout. Et le marabout a travaillé. Lorsque le marabout travaille, après un moment, il interpelle la fille. Il dit à la fille, mais toi, qu'est-ce que tu as emmené chez moi? La fille dit, mais moi j'ai emmené ce que tu m'as demandé. Il a dit, mais non, ce que tu m'as demandé et ce que tu m'as emmené, ce n'est pas un fœtus, mais c'est une personne qui est vivante. C'est une personne qui ne peut pas nourrir, c'est un enfant qui est vivant. La fille dit que non, c'est un fœtus, c'est tout. Le marabout dit que non, ça ne marche pas.
prends ton truc, va avec ça. La fille, mais le marabout chasse la fille avec le sachet de son truc. Et la fille prend le truc, va dans Averda. Averda, ici, ce sont des poubelles publiques. Elle va dans Averda, elle jette le fœtus au milieu de la nuit, elle jette le fœtus. Et puis, elle part. Elle raconte à sa copine, regarde ce qui s'est passé. Sa copine lui dit, mais voilà et tout. Donc, apparemment, c'est la famille du garçon qui ont fait ça parce que chez eux, on n'avorte pas. Mais on va refaire plus tard un autre. Avant même de pouvoir refaire un autre, DMG, la fille, elle est devenue bizarre. Elle est devenue bizarre avec des séquelles bizarres. La fille, elle se promène du jour au lendemain. La fille, elle a changé, elle a arrêté les études, elle a arrêté le boulot, elle commence à se promener bêtement dans les ruelles comme ça. Sans pourtant être folle, mais la fille, elle est devenue bizarre. C'est comme si, genre, on l'avait enlevé quelque chose. Genre, elle était à 100%, on a enlevé 40%. Il reste que plus que 60%. Donc, la fille, elle passe son temps à marcher comme ça. Et sa copine, la vie que la fille là, elle mène jusqu'aujourd'hui là, c'est que quoi? Le fétiche en question, normalement, quand tu fais comme ça, quand ça marche, après, dès que tu sors avec un homme, l'homme devient collé à toi. L'homme devient collé à toi. Il fera tout ce que tu diras. Il fera tout sauf rien. Il fera tout pour toi, l'homme. Donc, peu importe, même si tu vas en France et que tu rencontres un homme là-bas, l'homme là sera collé à toi. Même si c'est un homme qui vient aux États-Unis, il vit aux États-Unis, il est venu juste en France passer des week-ends. Dès qu'il couche avec toi, il ne va plus rentrer, il va rester avec toi. Donc, ce sont des choses qui se passent ici chez nous, comme ça, dans nos départements, dans nos villages ici au Congo. Donc, lorsque certains hommes vont dans les départements, dans les villages, ils vont travailler. Tu vas voir ton fils là, il va aller travailler, il va aller manger. Les filles là-bas, on ferme les hommes. Tu vas voir ton oncle, bien ton grand frère, il est devenu scotché au village. Il reste là-bas, il ne rentrera plus jamais. Il commence à faire les enfants avec les villageois là-bas. Donc vraiment, je tiens à dire à mes frères qui sont à Pointe-Noire, à Brazza, partout, faisons attention. Lorsque vous allez dans les départements, faites vraiment attention. Faites attention. Allez-y, faites votre boulot. Finissez, rentrez chez vous. Évitez les concubinages, évitez tout ça. Parce que chez nous au Congo, c'est récurrent, hein, les garçons aiment les fesses. Excusez-moi. Donc voilà, DMG. Donc à bientôt pour une autre histoire. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire, avant-dernière histoire. Ça s'est passé le 21 décembre 2022 à Yaoundé. Le jour de la journée, tout allait bien. Moi et mes amis, on avait prévu d'aller à Yafé et s'amuser. Quand nous sommes donc arrivés, il y a un endroit là-bas qu'on appelle le Stand Elvino. Je crois que la majorité de ceux qui sont allés là-bas à Yafé connaissent le Stand Elvino. Alors c'est comme ça qu'on a commencé à boire. On a fumé. Pourtant on n'a même pas l'âge ni le droit de fumer. Alors autour de 22h comme ça, 22h30, c'était quand Yafé voulait fermer. Moi donc et mes bandes d'amis, on était avec 2 filles. On a donc décidé d'aller continuer la fête autre part. Alors, je suis d'abord parti à Efoulan pour m'échanger. Ensuite, mon ami est donc venu me chercher avec la voiture. Et le jour-là même, moi-même avait déconseillé de sortir. Moi, je voulais m'entêter, donc j'étais sorti sans qu'on ne sache à la maison. Arrivé donc, il y a un restaurant ici à Yaoundé qu'on appelle le Bliss. On a commencé à boire, y à rire, à raconter les histoires. Puis, mon ami me dit qu'il y a une course qui va avoir lieu autour de 3h, 4h comme ça. Et que si nous ne sommes pas attendus quand on part là-bas, j'ai dit que moi je n'ai pas de problème, mais moi je ne peux pas conduire parce que de 1 j'ai bu et de 2, si on fait un truc comme ça, je ne pense pas avoir les capacités de conduire et de faire la course avec les gens parce que je ne suis même pas encore très bon avec le volant. C'est lui-même qui avait sur l'habitude de conduire la voiture. Lui, il avait vraiment bu, donc il ne pouvait pas conduire. C'est comme ça que il dit donc que bon, moi je vais essayer
pour la première fois. Alors nous sommes donc montés dans la voiture. Nous étions au nombre de 7. Oui, 7. J'étais assis devant. Et le conducteur était assis à côté de moi, bien sûr. J'étais assis devant. Derrière, il y avait 2 filles, dont mes amis les portaient. Mon meilleur ami était à l'intérieur, donc il portait l'une des filles là. Et il y avait un autre garçon qui portait l'autre. C'est comme ça que, quand la course commence, donc, on s'est d'abord arrêté vers la station là-bas, Bastos, pour carburer. C'est comme ça que il y a eu une petite discussion entre le conducteur et un autre de mes amis parce que lui, il voulait vraiment essayer. Donc, il voulait vraiment faire la course, il voulait essayer pour sa première fois. Ils se sont alors attendus. C'est comme ça que nous sommes encore entrés dans la voiture. Et moi, je me suis endormi parce que je somnolais déjà, je me suis endormi. Puis, je commence à ressentir des violences secousses. Mais quand j'ouvre les yeux, je me rends compte que la voiture est déjà retournée. C'est comme ça que j'utilise mes dernières forces. Je casse la porte avec mon pied. Je sors. Ma première réaction, c'était d'abord de partir sauver mon meilleur ami. J'ai vu que son cou était tordu de côté. Et quand je vu que son cou était tordu de côté, oui, je regarde alors celui qui était vers la portière, côté passager, toujours de derrière. Je me rends compte que le sang se coulait déjà de partout. Je ne savais même pas s'il était mort, il était vivant. Alors, je l'ai donc laissé là-bas. J'ai préféré d'aller sauver le conducteur, que lui, je pouvais facilement le retirer. C'est comme ça que, quand je sors donc, je commence à appeler au secours, je m'évanouis. Plus tard, on me raconte seulement, parce que j'ai fait le coma, on me raconte donc que mon meilleur ami est mort. Et un autre était ici mort parmi ceux-là. Celui que je te dis que sa tête a carrément explosé, le sang partait de partout. J'ai commencé à pleurer à l'hôpital. J'étais vraiment dépassé. D'abord que je sortais d'un violent choc et on vient de me dire que j'ai perdu mon meilleur ami. C'est comme ça que quand je sors donc, j'apprends que les 2 filles avec on était là, dont l'une a perdu l'usage de ses pieds. Et l'autre, je pense bien qu'elle a eu un problème au niveau des reins. Donc, celle qui a perdu l'usage de ses pieds, elle ne peut plus carrément marcher. Et la deuxième qui a eu les problèmes au niveau des côtes là, on a dit qu'il y a des chances qu'elle marche parce qu'on discute toujours ensemble. Vraiment, si je raconte cette histoire, c'est pour vraiment parler à ceux qui veulent mener une vie comme moi j'ai fait avec mes amis. Nos parents nous parlaient, mais nous on n'écoutait pas. Ce qui m'a vraiment fait mal à l'intérieur, c'est que un jour avant son anniversaire, c'est-à-dire le 22 décembre, mon ami est mort. Son anniversaire, ça devait être le 23 décembre. Il est mort. Bon, c'est la fin de l'histoire. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e histoire. Bonsoir BMG. Bonsoir à tout le monde, tous ceux qui vont écouter cet audio. Je vous salue, la communauté d'MG, je vous salue tous les abonnés. Aimez, partagez, likez la vidéo. Surtout abonnez-vous massivement. Voilà, donc la vidéo. Donc l'histoire, je vais parler d'une dame qui crée les accidents. Une dame sorcière qui crée les accidents. En fait, l'histoire, ça se passe ici à Brazzaville. Une fois, en fait, c'est l'histoire qui ça me concerne en fait. Une fois, je partais à l'école. Quand je partais à l'école, je suis arrivée à l'arrêt de bus. Je devais rentrer dans le bus. J'ai vu qu'il y avait une dame, une vieille dame, genre des vieilles dames qui, tu vois, la dame elle est vieille, mais elle n'a pas arrêté de faire la bise. La dame elle était dans le bus. À côté d'elle, il y avait une jeune fille avec son bébé. La jeune fille était avec son bébé, genre elle était inquiète, et tout. Et la dame, elle avait les lunettes. Et la dame lui disait que non, non, c'est bon, tu peux rester là. Pourquoi tu veux sortir? Pourquoi tu veux descendre? Reste, tout ça. Et moi j'allais monter. La jeune fille, elle a fait descendre. La dame l'a attiré. Non, reste, monte en arrière, rentre. Et tout, ça va aller, tout. La dame, elle est montée encore dans le même bus. Elle a juste changé de place, elle est allée derrière.
Moi, je suis montée. Quand je suis montée, d'abord, j'allais m'asseoir devant. Et puis, le chauffeur m'a dit que non, madame, allez-y derrière. Devant, c'est juste une personne. Je suis allée, je suis montée derrière. Quand je suis montée, la dame, elle était là avec son miroir, elle regardait son visage, essayait d'arranger ses maquillages et tout. Après, il y a une maman qui est arrivée avec son bébé et son petit-fils. La maman, quand elle est arrivée avec son bébé et son petit-fils, la dame me dit, pousse-toi, mon fils va s'asseoir. Son fils avait au moins 1 année comme ça. Mon fils va s'asseoir. Je me suis poussée. Elle fait qu'elle me dit, pousse-toi, mon fils va s'asseoir, pousse-toi. Genre une obligation, quoi. Pousse-toi, mon fils va s'asseoir. Moi, je me suis poussée encore. Pousse-toi, mon fils va s'asseoir, arrange-toi. Et puis la dame qui était de l'autre côté, la vieille là, elle a tenu directement mes jambes. Elle a fermé mes jambes comme de la façon dont on ferme les jambes pour attacher un fil. Elle a fermé mes jambes. Elle m'a poussé au col. Elle m'a poussé là, le fils là va s'asseoir. Pousse là. D'autres, la maman commence, la maman du petit garçon commence à dire que non, mais toi, on t'a dit de le pousser. Mon fils va s'asseoir, toi, tu veux pas. J'ai regardé la dame, j'ai regardé la vieille. C'est comme si les deux étaient contre moi. J'ai même pas compris ce que j'avais fait. Pourtant, moi, j'étais au milieu. C'était la dame, la vieille, de pousser afin que moi je pousse, mais la vieille dame, elle poussait pas. Et jusqu'à ce qu'elle a tenu mes jambes, elle a fermé mes jambes, elle a poussé mes jambes. J'ai pas compris. J'ai même pas compris. Après, la dame, elle est montée. Il y avait quelqu'un d'autre qui devait monter. Elle dit que non, mon fils va s'asseoir. Elle a fermé le bus. Du coup, quand elle a fermé le bus, j'ai trouvé l'atmosphère était négative. Du coup, moi, j'ai dit que non, je vais descendre. Là, c'est la vieille dame. Oh non, ne descends pas. L'autre, elle a les enfants. Tu veux descendre, tu vas aller où? Tu veux descendre, tu vas aller où? Reste. Ne descends pas. Moi, j'ai dit, je veux descendre. Non, tu vas pas descendre. On est déjà complet. Tu ne descends pas. On va continuer, on va partir. Moi, j'ai dit, je ne suis pas obligée de rester dans le bus. Là, je ne veux pas pour moi, je veux descendre. Non, non, tu ne vas pas descendre. J'ai pris le petit en caisson. Je l'ai mis de l'autre côté. J'ai commencé à me faufiler. Là, c'est la maman du petit. Non, c'est bon déjà, on peut partir, on peut partir. Moi, j'ai dit que non. Je ne veux pas partir dans le même bus avec vous. Je veux descendre. Faites-moi descendre. La vieille dame, non, non, non. Pourquoi tu veux descendre? L'autre, elle a les enfants. Reste-moi dans le bus. Moi, je dis, oh, elle a les enfants. Les enfants, ce sont ses enfants. Si moi, je décide et je dis que je ne veux plus rester dans son bus, je veux descendre. Je dois descendre. Laissez-moi descendre. Tout le monde. Et le chauffeur ne disait rien. C'était comme s'ils étaient hypnotisés. Et le chauffeur ne disait rien, me regardait. Les gens qui étaient derrière me regardaient. Les gens qui étaient devant me regardaient. La jeune fille qui était passée derrière avec son bébé, elle était toujours inquiète, elle faisait que bercer son bébé. Et la dame, la vieille, elle continuait toujours de me forcer de ne pas descendre, de rester dans le bus. Tu ne vas pas descendre, tu vas rester dans le bus, reste dans le bus, tu ne vas pas descendre. Pourquoi tu veux descendre? Pourquoi tu veux... Ah, je me suis fâchée, j'ai ouvert la portière. Je me suis faufilée, j'ai poussé la dame en question. Je suis descendue du bus. Lorsque je suis descendue du bus, j'entends la dame en question qui dit l'autre elle a un enfant. L'autre elle a un enfant. Au lieu de rester, pourquoi on part? Tu veux seulement descendre, tu veux seulement descendre. Jusqu'à ce que tu veux descendre. Je suis descendue, je suis rentrée dans un autre bus. Il y avait maintenant un monsieur qui partait aussi pour rentrer dans le même bus. Dès qu'il veut rentrer dans le même bus, là où moi j'étais descendue, c'est la vieille dame là qui dit que non, il y a un enfant qui va s'asseoir. Oh, après le chauffeur dit non, mais il reste une place. Monsieur rentré, le monsieur l'a dit non, je ne vais pas rentrer dans ce bus là. Le bus là a une mauvaise atmosphère. Il est venu là, il est rentré dans un autre bus. Et ils ont démarré, parce que le bus en question était plein. Ils ont démarré, ils sont partis. Nous aussi, quand notre bus s'est rempli, on est parti. Tu sais, DMG, j'arrive, c'était les bus qui partaient à la même destination. J'arrive à l'arrêt de bus là où je devais arriver. DMG, dès que j'arrive, je constate le monde, beaucoup de gens, je n'ai pas compris. Beaucoup de gens, moi je dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? DMG, le bus en question avait fait un accident et on avait évacué les gens qui étaient dans le bus. On avait évacué les 2 enfants, le bébé, les 3 enfants, donc le bébé de la jeune fille que j'avais trouvé dans le bus, le bébé de la maman qui était rentrée dans le bus et son petit-fils là qu'elle voulait que ça soit
que moi je pousse pour que son fils s'assoie là. Les trois, on leur avait évacué d'autres personnes. Accident grave. Même ceux qui étaient devant, ils se sont cassés les jambes. DMG, quand je suis arrivée à l'école, je me suis agenouillée. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ça c'est un film. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui allait m'arriver si j'étais restée dans ce bus-là? Si j'étais restée dans ce bus-là, vraiment, peut-être que j'allais mourir. Vraiment, pour moi, je considère l'histoire là, vraiment, c'était mystique. La dame là, la sorcière, c'était une sorcière. Et je n'ai même pas revu la dame. Je n'ai même pas vu la dame. J'ai demandé, et les gens qui étaient là, mais il y avait une dame aussi. La maman, ok, c'est la maman du bébé. Elle n'arrivait même pas à parler. Elle arrivait même pas. J'ai demandé, mais le chauffeur était battu. Ah oui, j'ai dit, Seigneur, c'est dur. C'est pourquoi je vous dis à mes frères et sœurs, lorsque vous rentrez dans des moyens, si vous sentez que l'atmosphère n'est pas bien, il faut descendre. Peu importe la situation, il faut descendre. On ne sait jamais. Il y a des trucs mystiques qui se passent à tout moment, à chaque seconde. Donc la morale de l'histoire, c'est juste de faire attention partout là où nous allons. Quand l'intuition, vous sentez que non, là, il faut pas. Donc voilà, à bientôt. Merci. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez des commentaires, partagez, likez, commentez. Dites-nous d'où vous avez regardé la vidéo. Et comme ça, on va voir la portée de la communauté. Merci, on se reprend demain à 12 h pour une nouvelle vidéo. Voilà, restez connectés.